de voir finalement une avocate noire avec des baskets, avec ses tresses et qui s'appelle Kadiatou, ça change la façon de penser des enfants. Et les premières questions qu'on m'a posées, c'est non mais t'es avocate, mais t'es pas vraiment avocate en fait, tu travailles pour un avocat. Cette fille-là, elle avait 8 ans. Comment ça va, Kadiatou? Ça va très bien et toi? Ça va, merci beaucoup d'être là. Ben, merci à vous, merci de m'inviter ici. C'est un plaisir. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur une phrase que te disait beaucoup ta maman quand tu étais petite. Tu seras médecin ou avocate. Ouais, j'ai entendu énormément de fois cette phrase dès je pense l'âge de 3 ans. Et elle me disait surtout, je suis pas venue ici pour souffrir. Ici où? En France. Elle vient du Mali. Elle est arrivée le 21 mars 1986, premier jour du printemps, mais il pleuvait de ouf. Et je crois que ça a été un de ses pires jours de sa vie, en vrai. Et puis après, quand ma grande sœur est née, et puis moi je suis née, mes 3 autres petites sœurs, c'était il faut qu'on bosse au maximum et qu'on fasse les meilleures études de la Terre. Donc j'ai fait une journée en médecine, même pas, une matinée. Puis après je suis allée en droit. Voilà. Pourquoi ces métiers-là en particulier? Parce que c'est des métiers nobles pour nos parents, en fait. Essentiellement, je dirais, alors pas que les parents de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est des métiers où on peut avoir une reconnaissance sociale, je pense, pour eux. Et donc, il fallait faire ça pour qu'ils soient fiers de nous. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, dans la vie? Elle travaille toujours, elle est femme de ménage. Son rêve, c'était d'être aide-soignante, et puis il fallait reprendre les études en France, chose qu'elle n'a pas pu faire parce qu'elle s'occupait de nous et tout. J'ai une grande sœur qui est autiste, donc clairement, ça prend un certain temps pour s'occuper d'elle. Et puis, on est 5 filles, hein, donc c'est quand même une organisation. Et donc, elle voulait, elle, si elle s'est sacrifiée, que nous, en tout cas, on soit heureuses au quotidien, avoir de l'argent, ou avocat, ou médecin. Tu vois ça comme un sacrifice? C'est pour ma mère, ouais. Pour ma mère, ouais, parce que elle a mis sa vie entre parenthèses pour nous. Et alors, je pense, sacrifice. Je pense que, ouais, ça en est un. Parce qu'elle a pas pu vivre pour nous, je pense, ouais. Surtout qu'elle vous élevait seule. Ouais, toute seule. Et au détriment, encore une fois, de sa vie. Alors, elle, si tu l'écoutes, c'est elle qui devrait être assise ici, c'est pas moi d'ailleurs. Parce que c'est elle la boss dans l'histoire. Si tu l'écoutes, elle, c'est un bonheur d'élever ses enfants, même si on était difficile parce que beaucoup de caractère, mais c'est la résilience, le fait de se battre au quotidien. Mais ouais, elle, son rêve, c'était de bosser dans les hôpitaux et aider les gens. Donc, chose qu'elle n'a pas pu faire, alors elle le fait à sa manière en faisant du ménage, mais clairement, c'est un métier qui est mal perçu par la société. Donc, c'est pour ça que nous, les métiers nobles, c'était vraiment une base pour elle, ouais. J'ai aimé cette phrase, c'est ma mère qui aurait dû être assise ici. Et notamment dans ton parcours, on voit que tout découle de la manière dont elle vous a élevé, des valeurs qu'elle t'a inculquées. Ça se voit que ça fait la femme que tu es aujourd'hui. Ouais. Et je sais pas quoi dire. Non, je rigole. Non, mais en fait, elle nous a inculqué énormément de valeurs, comme ne pas abandonner, ne pas avoir peur. Elle nous a toujours dit aussi, et ça je dis moi sur les réseaux ou devant les médias, c'est nous on va devoir faire 1000 fois plus pour y arriver. Surtout quand on est des filles noires. Elle a eu la chance d'avoir 5 filles. Et son rêve c'était d'avoir un garçon, c'est pour ça qu'elle a continué. Hein. Je pense que aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y en a eu 5. Ouais, elle se dit ouais, la flemme là, c'est trop, c'est trop. Mais ouais. Les femmes en société, il y a des différences en termes de traitement de salaire, de traitement tout court. Et quand on est noir, c'est encore pire, entre guillemets. Et donc, elle nous a appris à nous battre dès le plus jeune âge, au détriment, je pense, et ça, elle l'a pas perçu. Moi, je le vois avec du recul, au détriment de notre propre personne. Il faut montrer aux autres qu'on peut y arriver. Ça t'a interloqué quand j'ai dit ça. Ouais, c'est intéressant. Mais Ouais. c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion du regarder les gens faire 2 fois plus que les autres, ne pas être perçu comme les autres. Ouais, et ça, elle nous le disait très souvent. On est dans un HLM, on est dans des blocs, on est dans une cité. Où ça? À Strasbourg. Cité de Lille, RPZ. Non, je rigole, j'arrête. Ça, il faut que j'arrête. Mais dans le sens où, ouais, on a toutes ces tares-là. En plus, elle nous élève toute seule. Les pères respectifs ne sont pas présents. Mon père, je le vois encore de temps en temps. Hein, il habite dans la même cité que ma mère, d'ailleurs. Mais c'est pas lui qui nous a élevés, c'est ma mère. Et donc, tout ça, c'est vraiment plein de fardeaux qu'on traîne et il faut faire comme si tout allait bien.
Et pour montrer aux autres que tout va bien, il faut être le meilleur en classe, il faut être la plus coquette, la plus jolie, et montrer qu'en fait, les femmes noires peuvent y arriver, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. C'était un discours précis qu'elle avait sur le fait que vous êtes 5 jeunes filles noires, ça va être plus compliqué que pour les autres? Alors, c'était pas ce discours en tant que tel, mais c'était une par une. Il faut que tu aies les meilleures notes parce que dans tous les cas, tu vas galérer. Il faut que tu sois la plus exemplaire en classe en termes d'attitude parce que tu vas plus galérer. Ça, oui, c'est des choses qu'on a entendues, ouais. Et jusqu'à présent, hein, moi, je l'entends encore. Ma mère, déjà, alors, elle a un peu changé dans le terme « c'est bien ». Maintenant, elle va le dire, alors qu'avant, elle le disait pas. Elle dit que dans sa famille, on lui a jamais dit que c'était bien. C'était comme à l'auto-école, si on ne dit rien, c'est que c'est tout droit. Et ben là, c'est si je te dis rien, c'est que ça va bien. Et donc, il y avait toujours le petit mot pour aller encore plus loin. Aujourd'hui, elle a un petit peu changé sur ce terrain-là où elle va dire qu'elle est fière de nous, etc. Mais pour elle, on doit tellement faire plus que dans tous les cas, ce sera jamais assez. Et c'est ça le discours finalement qu'on a eu. Et comment tu le vivais, toi, ce discours? Est-ce que c'était motivant? Est-ce que c'était une source de pression? Qu'est-ce que ça a créé chez toi? Consciemment, c'était une motivation. C'était ma mère, il faut qu'elle soit fière de moi. Et pourtant, avec du recul, j'ai tellement galéré au collège, lycée et tout. J'ai fait un bac scientifique pour lui faire plaisir. C'était les pires années de ma vie, je crois. Médecine, j'aurais jamais tenu. Droit, ça a été difficile. Hein. J'ai eu du mal à trouver ma place. Et ça, c'était consciemment. Je ne vivais que pour elle, pour qu'elle soit fière de moi, pour que je sois un exemple pour mes petites sœurs et pour rendre hommage, entre guillemets, à ma grande sœur qui ne travaille pas, vu qu'elle parle pas, elle est en centre spécialisé. Mais inconsciemment, ça a été une pression de malade. J'ai été en compétition perpétuelle avec moi-même et avec tout mon entourage. La personne qui avait 19 sur 20 alors que moi j'avais 17, mais je pouvais la tuer, alors qu'elle a rien fait, elle a juste travaillé. Donc combien de fois j'ai... Non mais ça pareil, je veux pas que je le dise, il y en a, ils vont me dire que je suis une faillotte, mais combien de fois j'ai pleuré quand j'avais pas la meilleure note de la classe. Alors qu'en fait, ça va, j'avais quand même 16, doucement. Donc ouais, et je pense que c'est plus tard, quand j'ai eu mon premier burn-out, enfin j'en ai eu qu'un seul, mais qui a été très lourd pour moi, où j'avais tout réussi pour mes parents, que je me suis rendu compte que je m'étais mise une pression de malade et qu'il fallait que je vive un petit peu. Ouais. Finalement, cette pression, avec du recul, tu penses que elle t'a mené là où tu es aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et heureusement que j'ai eu cette pression, heureusement que j'ai eu ce burn-out. Alors, je ne souhaite à personne d'avoir un burn-out, mais je dirais que la vie est bien faite et que le corps, notre corps nous connaît notre esprit. Et quand ça va pas, il sait tirer la sonnette d'alarme. J'allais encore dire n'importe quoi. Et donc, il va mettre des rappels à l'ordre. Et donc, aujourd'hui, j'exerce mon métier comme j'ai envie de l'exercer parce que j'ai eu ces difficultés auparavant. Sinon, je pense que je serais avocate, oui, toujours pour faire plaisir à mes parents, mais pas forcément heureuse au quotidien. Et justement, on parlait du fait que c'était forcément plus dur en tant que femme noire. Et toi, ce qui est particulier, c'est que tu as grandi du coup dans une ville où vous étiez très très peu représentée. De ouf. Vraiment, c'était trop. Et jusqu'à présent, on se demande toujours avec mes sœurs pourquoi mes parents ont débarqué à Strasbourg. Mais c'est assez Pourquoi simple. ils ont débarqué à Strasbourg? Non, mais c'est assez simple. C'est qu'en fait, clairement, le foyer de Montreuil, et mes parents sont maliens, je suis malienne d'origine, le foyer de Montreuil était plein. Et il y avait du travail en Alsace, à Drusenheim, à côté de Strasbourg. Et mon père cherchait du travail, et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à Strasbourg, tout simplement. Moi, j'ai grandi, je suis née fin des années 80. J'ai grandi début des années 90 où j'étais toute seule et je m'en suis rendu compte que j'étais toute seule, mais je pensais pas que c'était possible de grandir avec d'autres enfants noirs en fait. Et donc ma couleur de peau, je l'ai conscientisée très jeune parce qu'on m'a tout de suite dit pourquoi il y a que l'intérieur de tes mains qui sont blanches et le reste c'est sale. Et quand t'as ça, quand t'es en moyenne section maternelle, tu sais qu'il va falloir se battre au quotidien, quoi. Et que ça va être chaud. Je me suis toujours juré d'écrire un bouquin quand je serai en congé maternité. Alors, d'une part, je n'ai toujours pas d'enfant. Et d'autre part, je ne sais pas comment va se passer ce congé maternité. Mais, ouais, ça a été, de toute manière, physiquement, t'es ultra costaud. J'ai un corps ultra athlétique. Maintenant, c'est à la mode, donc c'est OK. Mais il y a quelques années, c'était limite je ressemble à un mec, je ressemble à Serena Williams, etc. Donc bon, forcément il y avait ce côté sportif, mais ça a été très dur
Physiquement, j'ai des trop grosses lèvres, j'ai un trop gros nez au point où à mes 18 ans, j'avais demandé à ma mère de me faire refaire le nez ou de me faire réduire les lèvres, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu la tendance inverse. C'est des choses qu'on me disait. Bien sûr. Bien sûr, et à force, je disais à ma mère, ouais, pour mes 18 ans, moi, je veux ça. Enfin, j'ai vu des cliniques à Strasbourg trop cool elle m'a dit, mais jamais de la vie, tu fais ça, t'es folle ou? Enfin, je fais pas du ménage non plus pour payer des chirurgies esthétiques. C'était ça, c'était aussi de façon, ce qui est à la mode, c'est les femmes métisses à l'époque, des Destiny Child ou de Rihanna, etc. Donc, tu peux t'éclaircir la peau. Ma mère m'a dit, si tu veux le faire, fais-le, mais de toute manière, tu resteras toujours la même et ça changera rien par rapport au regard des autres. Donc, je l'ai pas fait, mais j'ai vu des filles plus âgées que moi à l'époque le faire et je voulais leur ressembler. Donc ça, beaucoup sur le physique et aussi, oui, ce qui m'avait ultra peiné, et ça, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais moi, j'ai commencé le basket parce que j'étais amoureuse d'un garçon et il m'a dit, enfin, lui et d'autres, bah, t'es super sympa, mais vu que t'es noir, t'es moche. Je caricature un petit peu, mais on n'est pas très loin de ça. Donc j'ai développé l'humour grâce à ça, j'ai développé aussi le franc-parler grâce à ça, mais c'était pour justement cacher le physique que j'avais. Enfin, je me suis forcée à porter des lunettes quand j'étais plus jeune pour pas qu'on voit tout le reste de mon visage, alors que bon, c'est pas des lunettes qui vont changer le visage de quelqu'un. Et ouais, beaucoup sur le physique dès mon plus jeune âge. Je vous passe le côté elle est noire, donc on peut être sexuellement attirante parce que grosses fesses, grosse poitrine, etc. Et puis ouais, quand je suis arrivée à Paris, ça a été un délire aussi. Enfin, bon déjà, avant de partir à Paris, quand j'étais en master, quand je suis partie, j'ai fait toutes mes études à Strasbourg. Ça, j'en parle assez souvent, mais c'est une intervenante en droit du travail qui faisait un tour de classe, un tour de table et qui disait qu'il reste à Strasbourg ou pas. Et moi, je disais que j'allais aller à Paris. Alors, à l'époque, c'était pour des raisons personnelles, mais aussi parce que je voulais découvrir la capitale. Mais elle m'avait aussi dit que je faisais bien de partir de Strasbourg parce qu'en étant noire en Alsace, je trouverais pas de travail. Et donc, ça m'a convaincue de partir à Paris. Mais pourtant, quand je suis arrivée à Paris, à l'école de formation du barreau, c'est la première fois où j'avais mes cheveux naturels, sans tresse, sans tissage, et j'ai eu des boulettes de papier dans les cheveux. On n'est pas ça des confrères aujourd'hui. Donc là, j'en rigole avec toujours nervosité, je regarde ma bague pour me concentrer, mais ouais, ce sont des choses qui ont été assez violentes pour moi, malgré le fait que je me laisse pas faire et tout. Et puis il y en a plein, j'ai essayé de trouver un appart, j'avais eu une personne au téléphone qui m'avait dit ah bon mais vous êtes de quelle origine? Et je lui dis que je suis malienne et elle me dit ah non moi mon appartement il est meublé, je voudrais pas que vous cassez mon lit parce que je sais que les femmes noires sont des femmes sauvages. Ouais. Ouais. Des choses comme ça. Ou de l'autre côté, quand on est à l'école. Ouais. Moi, je préfère en rire et depuis, j'ai développé un certain humour. Mais pareil, on a déjà cru que à une soirée déguisée, je m'étais fait un full body black, je sais pas comment dire, mais et on m'a dit c'est très bien, mais attention, n'allez pas sur mon canapé blanc, il va être sale. Et même encore il y a quelques mois, enfin, au-delà des réseaux sociaux où certains commencent à me reconnaître, mais d'autres me connaissent toujours pas. Je dis pas ça pour faire un appel, connaissez-moi Kadiatou. Mais j'étais avec mon stagiaire au tribunal de Paris où je vais au service d'aide unique aux justiciables, le SAUJ, où j'arrive et j'étais en robe d'avocat. La personne en face de moi, elle me dit, est-ce que je peux voir votre carte d'avocat, s'il vous plaît? Je dis, écoutez, madame, je suis en robe, je vais vous la sortir, il n'y a aucun problème. Elle me dit, oui, mais on sait jamais parce qu'il y a quelques semaines, je sais pas si vous avez entendu, il y a des avocates qui se faisaient passer, des personnes qui se faisaient passer pour les avocates, mais en fait, c'était des pickpockets, et donc, je me permets de vous demander votre carte. Et il y a d'autres confrères autour de moi, on leur demande pas leur carte. Et je dis, mais attendez, lui, vous avez pas demandé, c'est mon contradicteur. Alors, ok, il est blond aux yeux bleus, mais vous lui avez rien demandé. Elle me dit, oui, mais on a une ligne de conduite à suivre. Et je dis, je peux voir la ligne de conduite? Et elle me dit, non, c'est par rapport au tribunal. Et bon, bref, je finis par montrer ma carte. Et je dis, vous vous rendez compte quand même vous me croyez pas, alors que je viens, je vous donne un numéro de répertoire général, je vous donne le nom des parties, et vous pensez pas que je suis avocate. Enfin, on est où finalement? Et c'est une personne qui avait une vingtaine d'années. Et c'est ça qui me fait un peu de la peine dans l'histoire. C'est que, malgré le fait qu'on communique de plus en plus sur tous ces sujets, sans forcément se victimiser, parce que ça, on me l'a dit assez souvent, que je fais ça juste pour me victimiser, ou pour avoir de la notoriété, ou pour avoir de la visibilité.
Mais c'est que finalement, ça ne change pas du tout, du tout. Mais en fait, j'en ai comme ça, des histoires. Face à toutes ces histoires justement que tu as vécues, c'était quoi tes figures d'identification pour garder confiance en toi et continuer à avancer? Toujours ma mère, toujours, de loin. Et je pensais aussi, grâce à ça, je me suis mise au sport, grâce à ça que j'ai fait les plus longues courses possibles, etc. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, ça a été des personnes politiques noires, Christiane Taubira, Ramayadeh à un moment aussi, Michelle Obama, toute cette vague de femmes noires. Et puis aussi les femmes des séries américaines comme Olivia Pope, Kerry Washington. Il est intéressant l'exemple d'Olivia Pope parce que toi t'expliques que à une période où justement t'as voulu t'habiller comme tu voulais t'habiller, porter la coiffure que tu voulais porter, on t'a vite ramené à cette figure de tu dois pas dépasser du cadre d'Olivia Pope et rester cette représentation-là d'une femme noire avocate. Ça a été compliqué. En plus, c'était à l'époque où j'avais eu le barreau, d'ailleurs, que j'ai commencé à regarder Scandale et de voir cette nouvelle image. Et c'est vrai que j'arrivais à Paris. Moi, j'ai fait mon premier stage chez Air France KLM, donc ça n'a rien à voir avec le Tchex. Ça n'a rien à voir avec Strasbourg. Et donc, j'étais dans un univers où mes sujets au quotidien, c'était de représenter le président-directeur général qui gagnait X millions d'euros par année, là où moi, j'étais bien payée pour une stagiaire, 1100 euros par mois. Mais c'est quoi ça? Bon, bref. Tout ça pour dire qu'il fallait quand même avoir une image à montrer. Et donc, ça représentait les tailleurs, ça représentait les cheveux lisses, ça représentait parfois du fond de teint plus clair pour pas être si foncé. Et en fait, je me rendais compte que ça n'allait pas non plus. Ça me convenait pas. Et quand j'ai commencé un peu à changer de style, parce que à Paris, on peut voir plein de magasins. Et là, je porte un pantalon en wax. C'est une personne qui m'accompagne entre guillemets depuis maintenant 12 ans. Et je m'habille toujours chez elle notamment. Sophie, parce que elle m'a dit mais tu t'habilles comme tu veux, de toute manière il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Et quand j'ai commencé à porter du wax, ça a été très drôle, hein. Enfin, on m'a dit mais Kadiatou, est-ce que tu crois que c'est carnaval aujourd'hui? Et j'ai été mais carnaval à quelle heure? Nous sommes pas au Brésil, donc non, c'est juste que j'aime bien les couleurs, j'en ai marre de porter que du noir. Je pourrais très bien me porter un t-shirt orange ou des rayures ou des pois, enfin peu importe quoi. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est pareil, quand j'ai commencé à faire des tresses, c'était il y en a, ils ont commencé à toucher mes cheveux. J'étais mais moi, est-ce que je touche vos cheveux gras? Non, donc vous n'allez pas toucher mes cheveux. Et ouais, ça a été quelque chose d'assez sportif, mais j'ai pas lâché. Et notamment dans un des cabinets, parce que je fais beaucoup de cabinets avant de me lancer, un des cabinets où ça a été un peu critiqué le fait que je mette du wax ou que j'ai des tresses ou où j'ai mes cheveux au naturel, j'ai démissionné très peu de temps après. En disant si ça vous plaît pas que j'aille avec mon afro ou mon puff ou mes tresses, dans ce cas-là, on n'a rien à faire ensemble en fait. Comment t'as réagi quand t'as eu le barreau? Déjà, moi, j'étais en arrêt de travail quand j'ai eu le barreau. J'étais en arrêt de travail parce que j'étais en burn-out, j'étais bousillée. Mais j'avais perdu à l'époque 12 kilos en 3 mois. C'était un régime efficace. Et je me suis dit, enfin, mes parents vont être fiers. Enfin, ils vont me laisser tranquille aussi. Alors que finalement, mes parents, et surtout ma mère, étaient derrière moi. Mais c'était moi qui mettais une pression folle. Je me suis dit aussi, enfin, je vais être légitime. Ça va être, je suis une femme noire, mais je suis avocate. Et en fait, non. Ça m'a pas donné plus de légitimité. Mais ouais, je me suis dit, ma mère va être fière. Et ma famille aussi au Mali va être fière. Et je vais pouvoir enfin vivre. C'est ce que je me suis dit. Mais de l'autre côté, il fallait aussi que je réapprenne à me reconstruire. Et je pense que je ne vis que maintenant, finalement. 8 ans plus tard. C'est-à-dire, pourquoi il y a eu ce burn-out et pourquoi ça a été la résultance de toute cette pression? Le burn-out, c'est parce que j'étais surtout trop fatiguée de travailler pour des personnes avec lesquelles je m'entendais pas du tout, de pas réussir aux yeux des autres, surtout. Et finalement, le burn-out, ça a été la résultante salutaire de tout ça parce que je ne pouvais plus rien faire.
j'étais vidée de l'intérieur, de l'extérieur. Enfin, la seule chose que je pouvais faire, c'était manger et encore. Et donc, en fait, on se rend compte que quand on est vulnérable, il faut laisser le temps. Et puis finalement, au fur et à mesure, ça va mieux. Mais tu sens qu'il y a des personnes qui sont autour de toi, qui sont là pour t'aider, que tu peux discuter avec des personnes, que tu peux être accompagné par des professionnels de santé aussi. Et il n'y a pas que des personnes qui sont malveillantes autour de toi, chose que moi j'avais beaucoup pensé quand j'étais plus jeune. Que chaque fois, les personnes qui étaient autour de moi, c'était soit pour me concurrencer, soit pour me rabaisser, etc. Mais non, il y a aussi des bonnes personnes autour de moi et j'ai dû attendre d'avoir le barreau pour réaliser tout ça. Donc c'est pour ça que ça a été une résultante importante. Et tu dis que finalement, le barreau, ça n'a pas apporté la légitimité que tu as cherché toute ta vie. Alors si, ça l'a apporté, mais dans des conditions qui ont été trop difficiles et qu'il fallait que j'apprenne surtout à me connaître parce qu'au final, je m'étais oubliée. Il y avait Kadiatou d'un côté qui était avocate, mais Kadiatou enfant, elle a grandi beaucoup trop vite parce qu'elle a une pression trop forte dès l'enfance qu'elle s'est mise. Je remets la faute sur personne, mais qu'elle s'est mise toute seule. Et donc, il y avait une déconnexion entre les deux. Et pour avoir une réelle légitimité, il faut se connaître aussi. Et finalement, être légitime, ça veut dire quoi? C'est être satisfait au quotidien. Moi, c'est ce que je recherche. Se laisser faire, oui, mais à quel prix? Ne pas se laisser faire aussi, oui, mais à quel prix? En fait, c'est d'être en phase avec ce qu'on fait au quotidien. Et c'est en ça que moi, je me sens légitime. Il y aura toujours des gens qui diront je suis pas légitime, mais alors? Pour arriver à cette conclusion, tu as suivi une thérapie? Ouais, bien sûr, et je suis toujours. J'ai fait une psychanalyse pendant 2 ans. Et depuis, je suis toujours suivie par un psychologue et un psychiatre. Ma psychologue, elle est sexologue aussi, parce que moi, il y a eu un grand travail de l'appréciation, de me respecter moi-même avant de respecter les autres, j'ai envie de dire, de m'apprivoiser moi-même, de toutes les vannes physiques qu'on a pu faire sur moi quand j'étais plus jeune. Ça m'a fait énormément de mal, donc il fallait que j'apprenne à me réapproprier mon corps. Fort heureusement, les Noirs vieillissent beaucoup trop tard. Donc là, je suis dans la phase où le black don't crack, etc. Non, je rigole beaucoup par rapport à ça, mais c'est aussi de se connaître. Et donc, même si aujourd'hui, ça va. Alors quand je dis ça va, il y a des hauts et des bas. Il y a le quotidien, les clients qui nous relancent, les clients qui nous payent pas, notre meilleur ami URSAF qui nous prennent 3000 balles par mois. Je rigole. Et même si ça va, je suis quand même toujours accompagnée parce que il y a eu quand même un saut ultra vertigineux. C'était la Kadiatou qui avait peur de beaucoup de choses, mais qui faisait que se battre au quotidien. La Kadiatou qui est devenue avocate, donc s'est sentie légitime, mais qui avait quand même du mal à fonctionner avec sa propre personne. Et puis il y a Kadiatou, l'avocate femme noire, qui arrive sur les réseaux sociaux sans avoir vraiment compris comment c'est arrivé. Donc c'est devenu ultra vertigineux. Ça a été la petite Kadiatou qu'on vannait quand elle était plus jeune. Ah ouais, mais maître Tapili, c'est trop bien ce que vous faites sur les réseaux. Ouais, non mais frérot, moi je suis comme toi, quand je suis malade, j'ai la diarrhée, je vais aux toilettes, donc descends. Et du coup, c'était pour moi super troublant. Et donc c'est aussi pour ça que je suis toujours accompagnée, et heureusement. Je serais curieux de savoir un peu comment justement tu as réussi à travailler sur ce truc-là de je suis suffisante, je suis légitime, j'ai pas à me mettre autant de pression. C'est une bonne question. Je suis pas sûre d'avoir la réponse aujourd'hui. En fait, si. Je pense que le Covid nous a bien servi. Alors, moi, pour une chose, c'est la première visio que je fais devant un certain nombre de personnes, c'était pendant le Covid. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Magali Munoz, qui travaille à la mairie de Paris, qui est très impliquée dans le sport, qui fait du foot féminin, et qui m'avait dit, mais en fait, le tout, c'est de faire. On s'en fiche de savoir si c'est parfait ou pas. Faut arrêter cette pression. Et cette phrase, elle m'a énormément touchée. Et je me suis dit que moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours tout fait pour être parfaite vis-à-vis des autres. J'avais tellement besoin d'être aimée des autres que moi, je me posais pas forcément de questions. Et puis, en fait, évidemment, je me suis pas dit du jour au lendemain, Magali, elle a super raison, il faut que je fasse exactement ce qu'elle disait. Mais le tout, c'est de faire
Et après, bon, on a toujours le temps de progresser, de s'améliorer, d'être curieux pour pouvoir améliorer les choses. Et depuis, j'ai ressenti ce changement-là. Et j'ai vu que tu allais dans des salles de classe. Ouais, Raconte-moi tout ça. ça me passionne. Déjà pendant mon burn-out, c'est ce que j'avais fait. Moi, j'ai toujours adoré les enfants. Déjà, quand j'ai fait du basket, j'ai été coach pour les tout petits, donc des 3 à 5 ans. Et en fait, je me dis que tout commence là. Tout commence à cet âge-là. Et même avant. Mais je vais pas aller coacher des nourrissons au basket, ils sont trop petits pour avoir un ballon. Mais les idées, la manière de penser commence dès le plus jeune âge. Et donc, d'aller voir des tout petits dès le CP pour expliquer ce que c'est le droit dans la vie de tous les jours, mais aussi de voir finalement une avocate noire avec des baskets, avec ses tresses et qui s'appelle Kadiatou, eh bien, ça change la façon de penser des enfants. Moi, j'aurais tellement voulu voir à leur âge une avocate noire, ça aurait été mon modèle. Alors, je dis pas que moi, je suis un modèle. Attention, mais j'aurais une autre vision. J'aurais pas dû chercher Christiane Taubira à 15 ans, par exemple, même si je suis très admirative de tout ce qu'elle fait. Mais de voir des personnes du quotidien avec ces métiers, les petits, ils peuvent se dire, moi, si j'ai envie de devenir avocate, je peux le faire. La première fois que j'ai fait ça, une des premières fois que j'ai fait ça, c'était pour des petites basketteuses. Et les premières questions qu'on m'a posées, c'est, non, mais t'es avocate, mais t'es pas vraiment avocate, en fait, tu travailles pour un avocat. Cette fille-là, elle avait 8 ans. Aujourd'hui, elle est en 3e année de droit, d'ailleurs. Je l'ai prise en stage entre-temps. Et elle m'a dit, non, mais arrête de mentir, c'est pas possible. Et puis, comment tu fais pour être avocate si tu mens tout le temps? Par rapport au Coran, c'est pas possible. Des choses comme ça. Et justement, je pense que dès l'enfance, si on déconstruit tout ça sur le métier d'avocat aussi, sur les clichés qui existent sur les métiers d'avocat, ça change la vision des enfants. Moi, je parle de mon salaire aux enfants sans problème. Hein. Et là, ils se disent, ah ouais, les avocats, ils sont pas si riches que ça, en fait. Donc ouais, c'est pour ça que j'interviens dès le plus jeune âge, parce que je pense que ça change les plus grands de demain. Est-ce que tu étais tombé sur un documentaire où on voyait justement des enfants noirs qui étaient face à 2 poupées? Ouais, j'ai vu. Une poupée noire, une poupée blanche, et on leur demandait, selon vous, quelle poupée est la plus belle? Ouais, je l'ai pas vu en entier parce que ça me fait trop mal au cœur, en fait. J'ai commencé à pleurer assez vite. Hein. Moi, je sais que d'ailleurs, j'ai été fan des Barbie quand j'étais petite, et donc moi, mon rêve, c'était de ressembler à Barbie. Et pour moi, une Barbie noire, ça pouvait pas exister parce que en fait, on nous a pas montré assez d'images quand on était enfant de femmes noires, tout simplement. Dans les livres, il y avait pas de femmes noires. Maintenant, il y en a de plus en plus. Alors nous, on est à Paris, donc c'est bien. Mais je pense qu'en région, c'est pas la même chose. Et c'est aussi pour ça que moi, j'interviens dans les écoles. Pas parce que je veux ressembler à une Barbie, pas parce que je suis la poupée noire qu'il faut choisir, mais c'est pour montrer qu'en fait, il y a une diversité ultime. Surtout dans ces années aujourd'hui, où il y a de plus en plus de métissage, et que métissage, il faut l'accepter. Parce que c'est comme ça que la société française allait, en fait. Et pour éviter justement les discours politiques qu'on entend aujourd'hui, où c'est pas acceptable du tout, quoi. C'est quoi la suite pour toi? Continuer à jouer au basket, continuer à être avocate et surtout continuer à vivre comme j'ai envie de vivre. J'ai aucune idée de ce que je vais faire dans 2 heures déjà. Je sais que certains se disent oui, il faudrait que tu fasses de la politique, il faudrait que tu changes des choses, mais j'ai pas envie d'être au service d'autres chaînes de télé que je vais pas citer pour qu'on me lance des tomates, etc. Moi, j'ai envie d'agir sur le terrain. Et à mon échelle, j'ai aucune ambition politique, aucune ambition de changer le monde. Moi, la personne qui m'écoute ou avec laquelle je discute, si je m'enrichis de son discours et qu'elle s'enrichit de mon discours, j'ai dit ça. Si je m'enrichis de son discours et elle s'enrichit de mon discours, je suis très contente. Voilà. Et je pense que vivre comme ça ira très bien. Dans ton métier d'avocate, en ce moment, tu défends qui? C'est des entrepreneurs? Ouais, c'est les entrepreneurs.
Pas forcément, parce qu'on a déjà posé la question de la communauté. C'est des entrepreneurs qui soit se lancent, soit ont une certaine expérience dans les entreprises, etc. C'est essentiellement, et ça c'est drôle, j'ai envie de dire, une clientèle masculine. Là où on pourrait se dire que je pourrais avoir plus de femmes parce que j'ai grandi autour de femmes, j'ai pas forcément de barrière à l'entrée. Si ce n'est que les entrepreneurs, ils ont des difficultés comme nous. Et justement, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils n'étaient pas assez renseignés et que à l'école, on n'explique pas ce que c'est l'entrepreneuriat et encore moins le droit. Et moi, l'idée, c'est de leur vulgariser au plus que possible. Non pas que je les prends pour des personnes inférieures, mais parler en latin, alors qu'on peut très bien parler en français, je vois pas trop l'intérêt. Donc, ils n'hésitent pas à te contacter. Exactement. Pas. Non, mais en vrai, moi, c'est un peu comme un match de basket. Je pense qu'il y a des avocats très traditionnels. Il y en a qui exercent comme ils ont envie d'exercer. Hein. Je suis pas là pour critiquer leur manière d'exercer. Mais moi, je me dis qu'on est dans le même bateau et il y a aussi un volet psychologique qui est important. Surtout que moi, je les accompagne quand c'est trop tard, quand c'est la galère, quand c'est la hesse, comme je dis. J'essaie de parler comme les jeunes, même si je suis plus aussi jeune. Mais voilà, il y a aussi de l'émotionnel à avoir dans tout ça et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc, de les accompagner jusqu'au dénouement, qu'il soit positif ou négatif. Merci beaucoup, Kadiatou. Merci à vous, merci à toi, c'est grave cool.